Ok, on est parti pour la partie 2 du Competitive Innovation de cette semaine. Donc ici, on nous fait un rapide compte-rendu, comme quoi aujourd'hui, nous allons voir le North and South GT 2022, W4 GT, etc. Et que dans le dernier article de la partie 1, on a vu d'autres tournois. Compte tenu de l'ampleur que prend cette rubrique, ce qui signifie que j'ai de moins en moins de temps pour examiner chaque liste, j'aimerais souligner que je suis toujours ravi que les gens m'envoient des commentaires sur leurs armées, car cela m'aide à rédiger les démonstrations et permet de mettre en valeur les choix intéressants que les gens ont faits. Si vous avez participé à la finale d'une table d'honneur d'un événement de 28 joueurs ou plus, il y a de fortes chances que je prévoie de la couvrir. Alors s'il y a un détail important que vous ne voulez pas que je rate, envoyez un email à contact@goonhammer.com ou contactez-nous via la page Facebook. Je ferai de mon mieux pour intégrer tout ce que je recevrai avant mardi à 18h, heure anglaise. Mais le plus tôt sera le mieux. Maintenant, place aux confrontations susmentionnées. Donc le tournoi North and South GT, 34 joueurs, 5 rondes en Australie. Le scénario du showdown, c'est Death and Zeal et c'est Tyrannid contre Drukhari. Dans la liste de Lance Glover, on part donc sur un Léviathan Good Stuff avec deux tyrans volants et 2 harpies. Très bien. Alors, donc on a une première patrouille avec un Eurotrope qui est tout nu, il n'y a pas de barbillon de résonance et il n'y a pas de trait de seigneur de guerre. On a un tyran ailé avec la file Pain à 5+, la glande d'adrénaline, mais on n'a pas de reliques. En troupe, on va retrouver 2 unités de 6 guerriers tyrannides. La première équipée de paire d'épées d'os de 2 canons venin, parce que c'est un canon venin par tranche de 3 tyrannides, complète, et des spitters. Dans la deuxième, nous avons donc des paires d'épées d'os, 2 canons venin, 2 barbed stranglers et 2 despitters. En élite, on a une première unité de zoanthrope. En soutien, nous avons une unité de 3 biovores pour pouvoir spammer les spore mines avec les 2 harpies qu'on va retrouver dans les volants. Les 2 harpies sont équipées de canons venin lourds. Par contre, au niveau des améliorations de monstres, on a donc le synapse sur la première et on a l'invulnérable à 4+, via le dermic symbiosis sur la deuxième. Quand on passe à la deuxième patrouille, en ocelot, nous pouvons retrouver 3 tyrans gardes. Cette fois-ci, ils ne sont pas équipés du Bioknout, donc pas de reroll des 1, mais on a des petites attaques supplémentaires via les Sizing Talons. En QG, on retrouve un deuxième tyran ailé, avec Adrenal Gland. Cette fois-ci, on n'a pas de trait de seigneur de guerre, mais on retrouve la relique, le Reaper d'Obliterax. En troupe, on a une petite unité de 3 guerriers tyrannides en paire d'épées d'os et des spitters. En élite, nous retrouvons une unité de 3 Venom Trop. Passons à la liste de Matt Morosoli en Drukhari. Alors, peut-être un joueur de l'équipe d'Australie qui va peut-être faire le WTC, parce que là on voit que la manière dont c'est écrit, c'est très normé de WTC, en mettant Team Australia, etc. Bref, alors on est donc sur un bataillon en Real Space Raid, avec Cabal du Cœur Noir, Artist of Flesh, Precise Killer et Test of Skill. Donc en QG, nous avons un Archonte avec Etraid Eternal en trait de seigneur de guerre pour la full reroll touche bless, et on a en relique la Jean Blade, donc assez classique sur les super archontes. Ensuite, on a donc l'Homoculus en Alchemical Maestro, et en trait de seigneur de guerre, on retrouve le Twisted Animator. Et en troisième QG, on a ce qu'on appelle en général la Super Succube, le Show Stealer, le Precision Blow en trait de seigneur de guerre, le Triptych Wick en relique, et dans les drogues de combat, on a choisi l'Adrenalite. Ensuite, on va retrouver 6 troupes, une troupe de 10 Aimoxite avec leurs équipements de base, donc c'est les super vracs. Ensuite, on va retrouver 10 Ecatrix Blood Bride, donc c'est l'amélioration des Cérastes, avec la drogue Adrenalite. Ensuite, on a une petite unité de 5 Cabalites guerriers, et 3 unités de 5 vracs. En élite, on a 3 unités de 4 grotesques, donc ça nous en fait 12 en tout, ainsi que 3 unités de 5 incubes, donc 15 incubes. En attaque rapide, on peut retrouver 2 unités de 7 Hélions, avec les Adrenalites au niveau des drogues. Et enfin, pour finir, nous avons dans les transports 3 Raiders, équipés de Dark Lance, on en a 2 avec des trophies, et en Ocelot, on retrouve une cour d'Archonte avec 3 Urgouls et un Slice. C'est un peu l'histoire d'une ancienne terreur du metagame contre une des plus récentes. La liste de maths s'appuie sur une force que les Drukhari ont toujours. Ils peuvent mettre beaucoup d'unités différentes sur la table, et beaucoup d'entre elles sont très rapides et menacent d'être échangées par beaucoup si l'adversaire les quitte des yeux une seconde. Les déploiements en coin sont parfaits pour une armée comme celle-ci, car ils peuvent utiliser au maximum leur mobilité pour choisir leur bataille. Et cela serait terrifiant dans de nombreuses listes. Certains de ces adversaires sont cependant assez hardcore. La liste de Lens s'adapte au changement de points en supprimant certains éléments plus larges pour garder la majorité des poids lourds. Et c'est désagréable. 2 harpies sont une menace de tir extrêmement efficace, en plus de poser un gros problème à toute infanterie sur la table grâce à leurs bombes. Les guerriers sont craquants et peuvent faire rebondir le fouet triptyque assez bien. Bien qu'au moins, les coups de précision donnent un certain potentiel de jet élevé. Et les volants peuvent jouer le jeu du cauchemar mobile aussi bien,
ou mieux que la plupart des menaces Drukhari. Le fait que l'objectif sécurisé des Tyrannides soit très durable est également effrayant, et leur puissance psychique est quelque chose que les Drukhari ne sont pas très bien équipés pour supporter. Enfin, les biovores vont tout simplement être très pénibles, rendant très difficile le processus de prise d'objectif. Vous pourriez en déduire que je suis en faveur des Tyrannides, et vous auriez raison. Mais c'est l'une des parties où je suis déconcerté par les résultats. Matt a été capable d'arracher une victoire étroite, c'est évidemment un joueur très fort. Mais c'est un jeu difficile, alors quel est son parcours pour y arriver? Je pense qu'il a dû donner la priorité à l'élimination des harpies et des guerriers, puis utiliser le fait qu'il avait beaucoup plus d'espace sur le plateau et quelques équipements objectifs sécurisés pour gagner à partir de là. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment se battre pour l'objectif central, mais l'un des avantages que les listes d'Aeldari ont tendance à avoir sur cette carte est qu'elles sont assez à l'aise pour jouer pour leurs objectifs locaux et les deux dans le No Man's Land, et laisser le centre jusqu'à ce que l'adversaire ait été ramolli. Bien que l'objectif sécurisé des Tyrannides soit beaucoup plus solide, les Drukhari peuvent sans aucun doute atteindre ces objectifs en force beaucoup plus rapidement, et peuvent potentiellement en profiter pour s'occuper des guerriers lorsqu'ils apparaissent. Le test d'habileté est également très bon pour les éléments du culte Witch ici, en particulier les Élions, et signifie que si les harpies décident de venir et d'essayer de faire des dégâts, ils ne peuvent pas se permettre de faire un jet bas, où ils vont se faire laminer sur la contre-attaque. Il est également vrai que si les grotesques ne surpassent pas les guerriers tyrannides, ils sont plutôt pratiques dans un combat contre eux, car le moins 1 dégât est énorme lorsque les unités se battent en duel. Il y a certainement des angles avec lesquels Matt peut jouer, et il a clairement trouvé un moyen de convertir cela en une victoire. Bon travail. Donc on est sur un résultat de 75 à 67, donc ça fait 5, ça fait 8 points, donc on serait sur un 11-9, une égalité dans le système WTC. Mais comme j'aime à le rappeler à chaque épisode, à partir du moment où vous mettez au moins un point sur un format US, vous remportez la partie. Donc Matt Morosoli gagne avec ses Drukhari. Oui, c'est vraiment ça. Des trucs très classiques. Il y a certainement quelques clins d'œil au metagame actuel. Precision Blow sur la Succubus et Test of Skill en général ont un sens dans un metagame où les Tyrannides sont toujours un facteur important. Et ramener les Blood Bride a un sens dans un monde d'armure de mépris. Et surtout, cette armée joue les coups d'une manière bien équilibrée et efficace. GG à Matt. Pour le reste du best, on a 6 autres joueurs à 4 victoires, 1 défaite. Donc en deuxième, on a Adam Camilleri avec ses Grey Knights en rapière, avec 2 grosses escouades de paladins, très bien, et quelques interceptors. En troisième place, nous avons Shannon Butters avec ses arlequins en Light Side As, puis le spam de troupes et de Star Weaver. Quatrième place, donc nous avons notre joueur tyrannide du Shodown, Lance Glover. En cinquième place, nous avons Terence Drew avec des Space Wolf successeurs. Bien. Space Wolf Draenut Spam en Minotaur. Très bien, d'accord. Donc il joue successeur et il va utiliser la variante du Minotaur. Donc nous avons Maître Artisan qui est la reroll pour toucher, aussi bien au cac qu'au tir. Et on a Warded. Warded, c'est la Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles. Donc intéressant, là on a vraiment une version qui ne joue pas du tout autour de Tourbillon de Rage avec la Super Doctrine Space Wolf. Mais on va chercher justement cette fameuse Feel No Pain à 5+, contre les mortels, qui est un véritable point faible chez les Space Wolves, parce qu'on n'a rien contre les mortels. Ensuite, en sixième place, nous retrouvons un Salamanders dirigé par Marius Ribach. Là, on va lire un petit peu la prise de notes. Des Salamanders qui spamment des Centurions d'assaut avec des lance-flammes, des agresseurs et des éradicators, c'est clair. Les Centurions sont un cauchemar absolu à arrêter avec toutes les défenses qu'ils ont accumulées. Et c'est génial pour repousser une armée comme les Nécrons de l'Éternel Expansionniste en passant directement à travers eux. Et enfin, en 7ème place, nous retrouvons Adam Boyle avec ses orques, un MSU de Deathskull, qui cherche à maximiser le Green Tide et les objectifs sécurisés comme traits.